Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, l'entame d'un nouveau mois pour les marchés après un mois de janvier qui restera un mois historique, notamment pour les actions européennes, avec des performances quasiment à deux chiffres pour les indices large en Europe. Le CAC 40 flirte avec cette performance de plus 10%, plus 9,4% précisément pour la performance du CAC au cours de ce mois de janvier 2023, ce qui en fait le meilleur mois de janvier de l'histoire du CAC 40 depuis la création de l'indice en 1987. On reviendra évidemment sur ces performances de marché solides, voire spectaculaires pour les classes d'actifs risqués, la vitesse également à laquelle le marché réagit et intègre les facteurs qui sont en train d'évoluer dans le scénario moyen-long terme. La crise énergétique qui s'est considérablement atténuée en Europe, la réouverture sanitaire de la Chine et puis les questions de politique monétaire qui reviennent au centre du jeu à l'occasion des réunions qui se tiennent en ce moment pour la Fed, qui livrera sa décision de politique monétaire ce soir à 20h. Le marché, et tout le monde a compris que les banquiers centraux américains étaient également sur cette idée, le marché attend une hausse de 25 points de base, rétrogradation donc par rapport au rythme précédent de 50 pour la dernière hausse de taux en décembre de la Fed. Et puis nous aurons la BCE bien sûr demain, la Banque d'Angleterre, mais à chaque jour suffit sa peine. Et avant cela, nous aurons également la partie microéconomique, toujours importante. Nous sommes en pleine saison de publication des résultats des grands groupes mondiaux. Et ce soir, c'est au tour de Meta, ex-Facebook, de publier ses résultats après la clôture des marchés américains. Sur le front des statistiques, on notera qu'on a eu des chiffres d'emploi dans le secteur privé, de création d'emplois dans le secteur privé un peu plus faibles qu'attendu, selon l'enquête du cabinet ADP, 106 000 créations d'emplois dans le secteur privé. À l'inverse, les ouvertures de postes remontent très fortement à plus de 11 millions selon l'enquête JOLTS réalisée pour le mois de décembre. On est toujours sur un ratio très tendu de près de 2 postes ouverts pour un demandeur d'emploi sur le marché du travail américain. C'est sans doute une situation de tension qui devrait conforter la Fed dans l'idée qu'il faudra peut-être encore quelques hausses de taux supplémentaires et surtout un maintien d'un niveau de restriction monétaire pour suffisamment longtemps avant de voir la tendance inflationniste revenir autour des 2% tel que le mandat l'exige aujourd'hui. Voilà donc pour les sujets du jour. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché bien sûr. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons justement de la vague, la déferlante de la gestion thématique. C'est le directeur général de Thematics Asset Management, affilié de Natixis ICM, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer notamment ces enjeux industriels autour de la gestion thématique. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen. Une séance qui marque une absence de prise de risque de la part des opérateurs de marché. La Bourse de Paris termine cette journée sans tendance. Oui, et Wall Street, de son côté, recule. Le temps est comme suspendu avant le verdict monétaire de la Fed prévu dans la soirée. En attendant, le rapport national sur l'emploi ADP nous est parvenu et il révèle que les créations d'emplois dans le secteur privé reculent plus que prévu. Au cours du mois de janvier, 106 000 emplois ont été créés contre 253 000 en décembre. Toujours aux États-Unis, l'indice ISM manufacturier ressort inférieur aux attentes. Il s'est établi à 47,4. Dans la zone euro, en janvier, la hausse des prix à la consommation a décéléré à 8,5% sur un an contre 9,2% en décembre. Hors alimentation et énergie, l'augmentation s'est maintenue au niveau record de 5,2% quand le marché tablait sur une modération à 5,1%. À noter que pour des raisons techniques, l'Allemagne a reporté la publication de ces données prévues hier. Eurostat a donc dû calculer sa propre estimation.
Et puis on notera du côté des valeurs, à l'occasion de cette saison de publication de résultats, le plongeon du titre Snap après la publication de résultats décevants par le groupe hier soir. Et oui, Snap déçoit encore. L'année dernière, ses ventes se sont établies en hausse de 12% sur un an. Mais il s'agit du taux de croissance le plus bas enregistré depuis son entrée en bourse il y a 6 ans. Ses pertes se creusent et ses prévisions sont pour le moins moroses. Snap table en effet sur des revenus en recul de 10 à 20% par rapport à l'année dernière au premier trimestre. C'est bien moins que les prévisions des analystes. En un an, l'action Snap a perdu les 2/3 de sa valeur. De mauvais résultats toujours liés au tassement de la publicité en ligne. Un constat qui n'est pas de très bon augure pour d'autres entreprises de la tech, elles aussi dépendantes de la publicité en ligne. C'est le cas de Meta, dont on attend les résultats ce soir, et d'Alphabet, qui publiera vendredi. Demain soir, je crois, pour Alphabet. Les 3 A en même temps. Pourquoi se priver? Apple, Amazon et Alphabet attendus demain, donc après la clôture des marchés américains et la réaction de marché qui se verra vendredi, sur la séance de vendredi sur les marchés américains. Et puis un mot d'AMD également dans le secteur des semi-conducteurs, Alix, qui voit son titre progresser après ses résultats. Oui, au 4e trimestre, AMD bat les attentes. Le fabricant américain de semi-conducteurs fait part de résultats supérieurs aux attentes de Wall Street. L'entreprise bénéficie de la croissance de ses activités de centre de données. On retient cependant l'anticipation de ventes décevantes pour le trimestre actuel. Et puis, plus près de nous, Orpea chute après être resté suspendu de cotation pendant 2 jours. Après le feu vert de la commission de surveillance de la CDC à une injection de plus d'1 milliard d'euros, Orpea confirme l'entrée de la Caisse des dépôts et ses alliés à 50,2% de son capital. S'ils ne participent pas aux augmentations de capital, ses actionnaires existants seront dilués à 0,4%. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché résumées par Alix Nguyen à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sandra Serva est avec nous ce soir. Bonsoir Sandra. Bonsoir Yves. Vous êtes directeur adjoint de la gestion sous mandat de Ports-en-Par. À vos côtés, Yves Maillot. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de YAM Capital et Sébastien Paris-Sorvitz qui nous accompagne également ce soir en plateau. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de la Banque Postale Asset Management. C'est donc la séquence Banque Centrale qui s'ouvre à nouveau. Les premières réunions de 2023 pour la Fed ce soir et la Banque Centrale Européenne notamment demain. Commençons avec la Fed, 25 points de base. Je crois que tout le monde est calé sur ce nouvel incrément, ce nouveau rythme de hausse de taux qui va donc marquer une rétrogradation encore par rapport à la dernière hausse de taux qui était de 50. Quel va être l'équilibre du discours de Jérôme Powell pour accompagner cette rétrogradation de 50 à 25, Sébastien? Non, il n'y a pas de surprise à attendre sur les 25, je pense que c'est acquis. L'important, c'est de définir pourquoi 25, pourquoi il faut ralentir et surtout quelles sont les perspectives. Sur le pourquoi, on le sait, on a eu plutôt des bonnes nouvelles sur l'essentiel, c'est-à-dire pour la Fed, il y a un recul de l'inflation, on l'a eu, on le voit même sur la partie moins volatile, ce qu'on appelle le cœur, ou sous-jacente. On a ces ralentissements, on a un ralentissement sur les salaires, on a eu hier encore les chiffres sur le coût du travail qui était en décélération, même s'il reste à un rythme annualisé de l'ordre de 5%. La question difficile pour la Fed, c'est comment gérer l'avenir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la Fed, depuis le mois dernier et depuis pas mal de temps, elle essaye de convaincre le marché que la trajectoire de la politique monétaire doit être sévère pour un certain temps. Pourquoi? Parce que d'après elle, les tensions inflationnistes ne vont pas se dissiper toutes seules. Certes, sur les biens, elle le dit, et tout le monde le voit d'ailleurs, les goulets d'étranglement se dissipent. Au niveau des matières premières, on a des effets de base qui vont être très forts et on le verra dans les mois qui viennent. En revanche, sur les services, on a toujours des tensions qui persistent, qui vont se soulager peu à peu. Mais la Fed dit il faut maintenir le cap. Alors, la Fed, comme toutes les banques centrales, personne ne veut casser quelque chose à l'économie. Non. Pas de risque financier, pas de risque économique. Et donc, tout le monde essaye d'être gentil tout en étant méchant. À part peut-être Madame Lagarde, qui est beaucoup plus sévère, je dirais. Et donc là, il s'agira de convaincre le marché qu'il n'y a pas de pivot.
ou que le pivot, s'il arrive, il faut vraiment qu'on ait des données plus évidentes. Alors, comment Powell, d'après moi, est un dove, c'est-à-dire quelqu'un, une colombe, comme on dit, il va communiquer cela, sans être trop brutal, sans rien casser. Et c'est ça la difficulté. Mais je pense rappelez-vous, la dernière fois, les fameux dots, les points que signale chaque membre du comité de politique monétaire, nous disait aucun pense qu'il faut baisser les taux en 2023. Est-ce que ça va changer ? Ça sera des choses que le marché va regarder. Il y a quelques colombes qui sont arrivées au comité et des gens plus durs qui sont sortis. De ce point de vue-là, j'ai l'impression de me retrouver dans un miroir qui nous ramène quelques temps en arrière, mais fin 2021 et encore même début 2022, je pense qu'on avait des dots qui indiquaient qu'aucun membre de la Fed ne prévoyait de hausse de taux en 2022 et même sur un horizon c'est un peu le fardeau que porte... Donc on se retrouve... Toutes les banques centrales portent ce fardeau de 1, vous n'avez rien vu, que l'inflation était un problème, vous n'avez rien vu, il n'y a pas de raison que cette fois-ci votre modèle soit meilleur. Et c'est le défi de la Fed, parce que autant en 2021 penser que le monde d'hier allait revenir et que la politique monétaire, son impact sur l'inflation était faible et qu'on n'avait que des phénomènes transitoires, pourquoi pas ? On pouvait le penser 15 ans de désinflation ou d'inflation très faible. Depuis, c'est plus difficile de le penser. Donc ils ont des arguments pour dire, moi j'ai un mandat. Et l'erreur, répétée à maintes fois par Powell, l'erreur de ne pas faire assez est beaucoup plus fort que... J'entends. Et donc, c'est le dilemme. Donc, tout dépendra de ça. Et c'est vrai pour toutes les banques centrales, chacune avec des problématiques différentes sur leur marché de l'emploi, sur les tendances des prix, sur la structure même des économies et un nombre de surprises ou des données économiques. Vous le disiez, Grégoire, sur les JOLTS, les offres d'emploi qui interpellent et les gens s'interrogent. Les gens s'interrogent, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une résilience ? Ça, c'est le terme aujourd'hui, une résistance qu'on n'arrive pas tellement à expliquer. Les gens vont creuser sur les détails et dire pourquoi il y a peut-être des endroits où, effectivement, on a trop embauché, d'autres, ça manque, et donc c'est normal. Donc tout ça, c'est des sujets difficiles à trancher, mais je crois que le modèle un peu trivial de la Fed est celui, trop de tension, l'inflation reste trop élevée, moi je dois continuer. Et il faut que j'essaye de convaincre le marché, peut-être pas de tout renverser, mais en tous les cas que quand même, on va être un peu plus dur, un peu plus longtemps. C'est pas grave, surtout si l'économie résiste. Il faut convaincre des marchés obligataires qui pèsent des dizaines de trillions de dollars. Mais oui, c'est quand même... C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Avec beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions dans les marchés obligataires. Les conditions financières, c'est-à-dire qui recoupent les taux, tout actif qui fait que les gens dépensent ou investissent, elles se sont améliorées. C'est là ce que veut la Fed. Et oui, ça c'est un vrai sujet pour Powell. Alors qu'il veut maintenir un niveau de restriction monétaire, il va devoir constater que les conditions financières, alors on agrège les spreads de crédit, les marchés actions, le dollar, etc., un certain nombre d'actifs de marché, ces conditions financières, mais non seulement elles se sont détendues, mais elles sont revenues à un niveau d'accommodation qu'on pouvait retrouver il y a un an maintenant, presque, Sandra. C'est plutôt là où... C'est Jérôme Powell face au bull market, quoi. Ouais, mais je pense que justement, il y a des chances pour que ce soir, on verra, mais qu'il fasse un peu le bad cop. Ouais. On a un contexte qui est un peu différent par rapport aux dernières réunions, puisque lui qui est très data compliant, on a une décélération de l'inflation, on a une décélération des taux de croissance des salaires qui sont un peu au-delà des 4, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. La Fed de San Francisco disait il y a quelques mois de ça, des taux de croissance entre 3,5 et 4 des salaires sont compatibles avec des taux d'inflation à 2. Bon, on part déjà de ces données-là, et à mon sens, quand on voit... Là, il a complètement un timing, quand on regarde sur les taux longs et la baisse des taux longs depuis le début de l'année, comme la garde au mois de décembre, il y avait un petit timing pour pouvoir... remettre un petit coup de bâton, quoi. Voilà, pour dire les choses. Un léger, un bad cop avec effectivement 2 messages à faire passer. Le premier qui est d'essayer de calmer un petit peu l'optimisme des agents économiques. Effectivement, on a tous encore des anticipations potentielles de baisse des taux d'ici la fin de l'année.
Ok, on a les taux longs qui baissent, on a les marchés actions qui se tiennent plutôt bien, tant mieux pour nous. Et à côté de ça, si on tire un petit peu la pelote, ça veut dire à tout moment on repart sur des cycles d'investissement, sur de l'inflation, etc. Donc il faut arriver à calmer un petit peu l'optimisme du marché. Oui, parce que on a la partie. Je suis complètement d'accord. Allez-y, Sandra, mais juste la partie la plus spéculative du marché. Alors évidemment, qui a pris un coup incroyable l'an dernier, mais Bitcoin est en tête des classes d'actifs depuis le 1er janvier. Les mêmes stocks, ce qu'on avait vu, AMC, etc. Ça repart comme un carotte. C'était vraiment, alors ce qu'il décrivait comme étant le froziness du marché, quoi, le marché, l'écume spéculative du marché bouillonnante. On a l'impression qu'on est en train de constater à nouveau ces phénomènes. C'est un peu ça. Et effectivement, c'est lié avec cette anticipation d'assouplissement de politique monétaire. Maintenant, le deuxième message, et là où je suis tout à fait d'accord, c'est que on a Powell qui fait de la gestion des risques aussi, du risk-reward, du coût-bénéfice. Et effectivement, ce qui a été dit et qui est véridique et que le marché n'a pas forcément en tête, c'est que vaut mieux aller un peu plus loin, quitte à faire dérailler un peu la croissance, même si c'est pas la volonté, mais c'est toujours beaucoup plus simple. Et ils ont l'expérience et la capacité à refaire partir l'économie en baissant les taux, plutôt que l'inverse et se dire on arrête un peu trop tôt, comme les cousins canadiens par exemple, on verra ce que ça donne. Mais en revanche, je ne pense pas que ce soit le message. Et là, il a le timing en tout cas sur les taux, sans faire trop de dégâts, de nous faire une Lagarde en décembre, ou alors peut-être pas un Jackson Hole, parce que là le marché ne s'en remettrait pas, mais potentiellement d'être un peu plus bad cop, c'est possible. On verra ce soir. Ça, la notion de risk management devient importante à ce niveau de resserrement monétaire. Quelle est l'erreur la plus coûteuse ? Le coût de l'erreur d'en faire trop reste le coût le plus acceptable face au risque de relâcher les efforts trop tôt dans la lutte contre l'inflation. On en est toujours là aujourd'hui du point de vue des banques centrales, Yves ? Surtout quand on a eu sa crédibilité, comme l'évoquait Sébastien, qui a été reniée. Moi, c'est peut-être le prisme, parce que l'essentiel était dit sur l'aspect, j'allais dire, plus fine-tuning et perception à court terme de ce que pourrait dire et faire le patron de la Réserve fédérale, mais c'est plus cette asymétrie dans la posture. On est quelque part, on a affaire à... Comment dirais-je ? D'autant que ce n'est pas la première fois quand on regarde un peu l'historique, ne serait-ce que je me souviens très bien de la fin de l'année 2018, où il y avait eu un changement... le U-turn le plus rapide de l'histoire. Très, très rapide. Donc en fait, c'est ça. On est dans la situation d'un adulte parent qui était très laxiste et qui, à un moment donné, est obligé d'être bien au-delà de ce qu'il avait prévu de faire, de faire les gros yeux et donc d'avoir cette posture, effectivement, vis-à-vis du marché, au risque peut-être d'aller trop loin. Voilà en fait à quoi on a affaire et tout le sujet. Alors, ce qu'il faut rajouter pour le comportement des marchés, c'est que les liquidités étaient là et sont toujours là. Malgré, puisque là on parle du positionnement sur le prix de l'argent, il faut quand même se souvenir qu'on était arrivé dans une situation 2021, fin de l'année, avec, comment dirais-je, un niveau de taux réel, il était déjà normal, il était encore plus qu'anormal. Donc on a une forme de légère rectification. Et c'est ce en quoi il faut, pour regarder les choses à plus long terme, quand même se dire, mais quelle monnaie dans 1 an, 2 ans, 3 ans et de là va vraiment dépendre, quand on veut regarder plus loin que les simples évolutions tactiques des marchés par rapport aux futures décisions de la Banque centrale, vers quoi on va en termes de politique monétaire. Et si on prend un peu de recul, c'est peut-être quelque chose d'encore plus prégnant du côté européen. Il ne faut pas oublier qu'on est un peu dans une situation ultra compliquée qui nécessite une poursuite de taux d'intérêt réels négatifs. On doit financer la transition énergétique. On a eu beaucoup de capitaux qui sont partis vers des investissements en infrastructure, de notre côté, et qui ont maintenant une concurrence sur les placements obligataires. Et là, on a un vrai problème. Donc, la Banque centrale, elle est, à un moment donné, elle va être limitée dans sa posture de grand méchant loup. Et maintenant, attention, je vais continuer à relever les taux. Et vous, marché, votre attitude un petit peu gamine, il va falloir rapidement la rectifier. En fait, tout ça va trouver sa limite. Puis, il y a un autre élément dont on ne parle pas beaucoup sur les marchés, je trouve, c'est qu'on s'engage aussi en Europe vers des budgets militaires qui vont vrai crescendo, qui là aussi exigent et vont limiter, donc pour la Banque centrale, une capacité à
aller plus loin qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui et qui serait logique dans une politique saine de gestion de la monnaie, de gestion monétaire. Ouais. Donc quand on réunit tout ça, au-delà de ce qui se passe à très court terme, on est dans une situation où on n'a pas envie d'être banquier central, où on doit faire les gros yeux et où finalement la capacité, j'allais dire, de durcir le ton est quand même limitée à des marges de manœuvre faibles et surtout limité en fait à élever le ton de la voix, mais pas tellement plus en réalité. En tout cas, j'entends. On peut aboyer très fort. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment mordre très fort ? Moi, je ne crois pas. Après, aussi fort en tout cas que ce qu'on aboie. Oui. Pas évident. Exactement. Mais l'exemple des budgets militaires et de défense en Europe est tout à fait pertinent parce que ça montre bien cet impératif budgétaire qu'on a. Alors après, c'est des choix politiques, stratégiques, la défense, la transition, etc. Et donc, ça maintient quand même l'idée que les banques centrales sont toujours sous un régime de domination budgétaire à la fin de la journée. C'est le cas. Enfin, c'est absolument. On a vu dans le cas de la France les propos de notre président. Bon, alors, ce sont des chiffres et puis on verra la réalité, mais on est quand même sur des choses qui deviennent, plus que significatives. Donc ça vient se rajouter. J'ai pas la sensation que ce soit dans la préoccupation première des marchés. On touche plus un sujet sensible qui concerne l'Europe, sachant que le budget militaire américain est déjà très important. Mais disons que là, c'est un challenge, parce que le cas de l'Europe, il est encore plus... marge de manœuvre encore plus compliquée, me semble. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant de regarder la séquence Fed et BCE. Donc, la Fed a commencé plus tôt, bien sûr. La BCE a essayé de rattraper ensuite la Réserve fédérale américaine en démarrant un peu plus tard, mais en accélérant assez rapidement le rythme des hausses de taux. Là, on va avoir une nouvelle séquence où on va avoir une Fed quand même, en revenant à 25, qui envoie un signal de modération. On verra jusqu'où et comment les choses seront communiquées ce soir, alors qu'on attend de la BCE. Qu'elle ne relâche absolument pas le rythme et l'objectif de restriction monétaire qu'elle s'est fixé. Donc là, on a un degré de dureté qui est en train de passer de la Réserve fédérale américaine vers la Banque centrale européenne. Oui, tout à fait. Là, du coup, Mme Lagarde risque de continuer à aboyer. C'est elle qui devient la plus dure aujourd'hui dans le monde des banques centrales. Dans tous les cas, la raison, il y a quand même une raison. C'est que nous, on a un problème d'inflation qui n'est pas encore... la direction que prend l'inflation, ce n'est pas celle qu'on voudrait encore. Aux États-Unis, on peut dire que la direction, elle est bonne, quel que soit presque l'endroit, à ceci près qu'on garde des choses qu'on ne comprend pas, comme on disait tous, les tensions sur le marché de l'emploi qui continuent à nous poser un problème et qui posent un problème à la Fed. En revanche, pour l'Europe, on voit bien, on l'a vu sur les chiffres d'inflation, on n'a pas de tendance vraiment certaine sur l'inflation au cœur, comme on dit, quand on exclut les effets liés à l'énergie, etc. On est au plus haut. L'inflation cœur, 5,25. D'ailleurs, c'est le plus haut, un pic sur lequel, pour l'instant, on reste. Et ce que ça m'amène à répéter ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que en allant dans cette difficulté de gérer le policy mix ou la politique économique et la politique monétaire en particulier, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas, c'est que quand l'inflation est là, à moins que ça soit un choc d'offres très particulier ou de demande qu'on pense qui n'est pas durable, on crée des mécanismes qui sont très particuliers. Quand on peut monter les prix, quand on peut demander de hausse de salaire, c'est quelque chose qui prend du temps à s'arrêter. Et c'est des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Dans le passé, je dirais sur les pays émergents, et partout. Et ici, on a eu le même problème. Et la question, est-ce que notre modèle de travail, notre modèle d'organisation économique fait que ces mécanismes vont disparaître tout seuls ? C'est pas évident, en fait. C'est pas évident. Et donc, la politique monétaire, avec quelque chose de très simple, un taux d'intérêt, est-ce qu'elle peut ramener de très rustique même, très rustique. Ces mécanismes à la maison et arriver à cet objectif de 2%. Il y a des gens qui appellent à ces taux plus élevés. Mais ce qu'a dit Yves est très important. Il faut toujours raisonner sur quel est le taux d'équilibre, et souvent on raisonne en thème réel pour se porter dans l'avenir, qui permet à nos économies de croître sans rien casser et
Si on rajoute cette idée des États stratèges partout, à tout le monde, à des super idées sur là où il faut investir, comment changer la transition énergétique en étant une importante, comment on y va? On a des niveaux de dette extrêmement élevés. Comment on fait pour que la dette ne pèse pas sur la croissance? Soit on se réorganise, on fait des réformes de retraite, par exemple, pour trouver des moyens pour financer d'autres choses plus importantes pour l'avenir, en mettant en plus de gens au travail. Ça peut être une des pistes, mais on voit bien que ça va être très difficile. Le policy mix va être très difficile, surtout, comme on le dit tous, on a eu l'inflation, soit on croit que tout ça ne va pas rester, qu'on revient au monde d'hier, que tout ça a été un petit phénomène. Et certains le croient au plus haut niveau. Olivier Blanchard écrivait encore, je crois, il y a quelques mois, une tribune pour dire dans 2 ans, dans 3 ans, on est revenu au monde d'avant. Mais il le dit, lui, avec quand même un élément, c'est-à-dire il nous dit... Oui, si on fait le job. Si on fait le job, ramener l'inflation là, il faut. On devrait retrouver ces mécanismes parce que la démographie, c'est-à-dire le vieillissement, la croissance, parce qu'il est convaincu que les progrès techniques ne sont pas aussi massifs, il met en avant les changements structurels liés à cette changement de structure des économies avec la transition énergétique. Il n'empêche qu'il pense quand même que les forces séculaires, notamment liées à la démographie, sont plutôt désinflationnistes qu'inflationnistes, comme d'autres le pensent. Mais il a sûrement raison. Mais il faut faire le job. Non, il n'a pas sûrement raison, on n'en sait rien. Non, il faut faire le job. Tout le monde est d'accord sur cette idée-là. Et la question, est-ce qu'on peut faire complètement le job et continuer à le faire? Parce que, comme disait Yves, est-ce que, ce qu'on pensait il n'y a pas si longtemps, que le taux réel doit être à -1 en Europe, à -0,5 pour pouvoir croître. Sinon, on ne peut pas croître. Il faut s'endetter pour pouvoir générer de la croissance, pour que les gens soient un peu contents. Est-ce que c'est possible? Est-ce que on peut avoir que -0,5 si on ne veut pas avoir un problème d'inflation? Donc, tout a changé. La donne a changé. En tous les cas, pour rester dans notre horizon de plus court terme, je ne vois pas, moi, comment Mme Lagarde peut faire autre chose que 50, qu'aboyer un petit peu encore et répéter, c'était quoi? Le pivot passera pas par nous, c'est pas maintenant. C'est ça la phrase clé. Difficile, c'est très difficile. Nous, on pense toujours que les taux vont rester élevés. Nous, on n'a pas cette hypothèse que les taux baissent cette année. On est très dot pour ça. Mais sur des éléments qui nous semblent objectifs, en même temps, on est surpris par des chiffres tous les jours. L'inflation globale en zone euro. Alors l'inflation globale, c'est avant tout l'énergie, bien sûr, mais voilà, on l'attendait autour de 9, elle tombe à 8,5. Un seul truc, Grégoire, nous on ne pense pas que la Chine va être inflationniste. Ça c'est un point intéressant. Sauf sur quelques comos, et même sur les comos, vu le type de croissance qu'on va avoir tiré par la conso. Mais c'est pas ça qui remettra de la pression inflationniste dans nos économies, en tout cas au point de changer le scénario. Les exportations chinoises de jouets ou d'autres. C'est bien, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, en tous les cas, l'inflation, il ne va pas créer un changement à court terme, en tous les cas sur l'année, qui va créer un gros problème. Sandra, vos commentaires, et puis on va venir au marché. Parce que là, on est tous d'accord, il n'y a pas de sujet. Et puis voilà, de toute façon, elle est dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué que celui de M. Powell. On le voit, l'inflation, on l'a dit, elle est en train de repartir. Et pour elle, le pic est devant nous, par derrière nous. Donc, il n'y a pas de suspense là-dessus. En plus, on est dans un contexte où on a des risques haussiers, selon ses termes, sur la croissance. Donc, le FMI a pris les devants. On est passé de 0,5 à 0,7 sur la zone euro. La BCE fera pareil. Donc, voilà. Elle a aussi le créneau pour et elle doit le faire. Il n'y a pas de suspense. Elle sera effectivement plus agressive que M. Powell et certainement plus longtemps. Voilà, et ça, pour les actifs européens, c'est ce qu'on voit sur l'euro-dollar. C'est un soutien contenu encore pour la devise européenne. On le voit clairement sur l'euro-dollar. Ça, c'est une certitude. Ça, il n'y a pas de suspense. Déjà l'année dernière, quand on commençait à voir, je pense que le point bas devait être quoi en octobre. En octobre. Oui, c'est 0,95 sous la parité. Voilà. C'était on a commencé à avoir des petites divergences, ou en tout cas des opinions de marché un peu divergentes sur le niveau d'agressivité de Powell versus Madame Lagarde. Il n'y
Oui, là, il y a pas de suspense, là, pour le coup, c'est établi. Voilà, l'eurodoll a raison. Donc non, de toute façon, sur la politique monétaire européenne, il n'y a aucun suspense, surtout qu'elle se bat en plus contre différents vents contraires, les politiques budgétaires. Hein, là aussi, il n'y a pas de suspense. L'Allemagne, qui est d'ailleurs une des raisons pour l'appréciation et à la hausse. Oui, la révision à la hausse a été forte en Allemagne, bien sûr. Et je pense que la Chine pourra être un point d'interrogation aussi. Il faudra voir ce soir et demain, dans les conférences de presse, si des questions sont posées sur justement l'impact inflationniste de la Chine. Je ne suis pas certaine qu'il y ait un impact à court terme. Quand je dis court terme, c'est les 6 premiers mois de l'année, mais sur la deuxième partie, si on a, j'aime bien dire ça, mais si on a une Chine qui fait un popcorn, et effectivement où on a une relance de tous les côtés, il y a des chances pour qu'on puisse avoir quand même une pression inflationniste, mais il ne faut pas oublier la partie, alors ça, effectivement c'est très consensuel, mais je pense que malheureusement ça risque d'être vrai, sur la partie énergétique, gaz, on le voit sur certains métaux, mais c'est très binaire, le cuivre, ok, donc c'est reparti, ça c'est assez binaire. Le pétrole, on est revenu sur des niveaux de 85. Oui, ça n'a pas pris 100% non plus. Voilà, les centrales sont loin. Donc, pour l'instant, on est sur une conso qui est une croissance conso locale. Et d'ailleurs, l'OPEP+, aujourd'hui, nous dit, pour l'instant, on ne bouge pas les quotas. Ce sera intéressant de voir effectivement comment ils apprécient, comment ils évaluent la réouverture et la reprise chinoise. Mais à ce stade, pour eux, ça ne change pas la donne en matière de quotas de production. Non. Ouais. Non. Sur la BCE, mais pour reprendre un peu votre point aussi, Yves, on va rentrer dans la phase où la réduction du bilan va augmenter en cadence. À partir du mois de mars, il y a une réduction passive qui se met en place. Les banques vont repayer la liquidité qu'elles avaient pu obtenir à coût préférentiel très intéressant pendant les dernières années. Donc le bilan de la BCE va se réduire. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis que la BCE a publié un communiqué en urgence en juin 2022 pour nous dire on va mettre en place un instrument qui permettra de garantir la bonne transmission de la politique monétaire, autrement dit un filet de sécurité supplémentaire pour des pays périphériques comme l'Italie ou d'autres qui pourraient être attaqués dans la phase de normalisation monétaire, on parle absolument plus de ce risque souverain. Je ne parle plus de l'Italie dans aucune des émissions. Le spread Italie-Allemagne est à des niveaux parfaitement corrects et acceptables pour tout le monde. C'est un risque qui semble totalement endormi aujourd'hui. Pour l'instant, après, on peut avoir sur l'Italie. Alors, sachant que je pense qu'il y a pas mal joué... c'est qu'avec l'arrivée de Mme Meloni, on a quand même eu aussi tout un ensemble de postures et de décisions qui, par rapport aux craintes, ont vraiment fait rentrer l'Italie dans le rang. Donc, je crois que ça contribue aussi à aplanir les mécanismes d'écartement de spread. Ouais. Après, moi, j'ai un peu l'impression qu'au sein de la zone, parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais c'est une contrainte supplémentaire que n'a pas Powell, évidemment, pour la gestion des prochaines décisions de la Banque Centrale Européenne, qui existe en Corse. Il y a cette compétition, il y a cette pression, et que, pour l'instant, on voit bien qu'il y a des décisions, des propos qui restent quand même très très étroitement surveillés, et que ce que vous évoquez, Grégoire, peut à chaque écart assez vite surgir. Pour l'instant, j'ai la sensation qu'en termes de marché, on est dans la phase de restauration d'une forme de crédibilité de l'Europe, des investisseurs internationaux qui étaient très très à l'écart de l'Europe depuis pas mal de temps, ce qui explique aussi cette reprise assez marquée une fois que Mme Lagarde, la BCE, est rentrée un peu dans le rang, dans un rythme de progression du prix de l'argent, et que donc là, on a une arrivée de capitaux assez importante depuis un flux... on profite de ce changement de perception. Voilà, qui explique d'ailleurs la progression et la surperformance des actifs européens, qui s'accompagne aussi d'une très forte et rapide progression de l'euro contre le dollar. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, donc là on est dans cette phase-là. Mais c'est pas gagné pour toujours, ni pour toujours cette année 2023. Oui, c'est ça. Oui, parce que ce risque souverain, il est permanent, il est structurel, tout le monde l'a en tête. Et on va voir comment ça se passe sur le marché des taux une fois qu'on sera rentré dans cette phase. Ça devait être... un des principaux risques d'ailleurs de la politique de normalisation de la Banque Centrale Européenne, le risque souverain, le risque d'écartement des spreads, qui devait être une limite justement à la capacité de normalisation de la Banque Centrale Européenne, qui a réussi à neutraliser sa politique monétaire et qui va maintenant restreindre la politique monétaire.
Oui, mais Alors qu'on ne parle plus du spread. Écoutez, nous-mêmes, on avait une vue sur la BCE qui s'appuyait beaucoup sur le risque de fragmentation. Et je pense qu'il existe. Et Yves a tout à fait raison. Il ne faut pas l'oublier. On a des économies très différentes, des économies qui ont des niveaux d'endettement plus élevés. Donc, le maintien de taux élevés pendant longtemps peut poser à terme une question. Il n'empêche que ce qui a changé dans le regard, et c'est très important, cet élément, le regard du reste du monde, c'est que, on allait être la zone, comme d'habitude, la pire. Parce que le choc, quand même, la guerre, c'est ici, et l'effet des prix des gaz, c'est ici, impact sur la croissance incroyable. Et on s'est aperçu, tout à coup, peut-être avec le pistolet sur la tempe, que la rapidité avec laquelle l'Europe a réagi pour trouver des alternatives d'approvisionnement a été, je pense que tout le monde peut le dire, est assez extraordinaire. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est permanent? Est-ce qu'on peut maintenir ces approvisionnements? Et en même temps, la réaction même des entreprises, c'est essentiellement les entreprises, un peu les individus, mais surtout les entreprises, a baissé la consommation. Et l'année prochaine, 2023, on verra une baisse des énergies fossiles dans la consommation, alors que notre production, quand on la regarde, on regarde les chiffres de production en Europe, ça ne bouge pas. Et on est toujours... on n'a pas eu de choc. Donc la surprise... Comme ces types ont réussi, alors qu'on pensait qu'ils étaient, à part un musée, il n'y avait rien qui se passait ici, ou acheter du luxe, on a réussi à passer pour l'instant entre les gouttes et avoir de la croissance. Et donc ça, c'est un gros changement. Même au niveau budgétaire, nous, on avait des chiffres, tout le monde, vu les annonces, 3 points de PIB pour protéger tout le monde de la hausse des prix de l'énergie. On va se retrouver quand finalement le coût pour le budget en Europe, ça va être 1,5 point, etc. Et en plus, avec un peu plus de croissance, des prix du gaz qui ont descendu, ça nous lève une petite marge de manœuvre, même peut-être pour dépenser davantage, vu ce qu'on avait dit. Donc, c'est des gros avantages. Il n'empêche qu'il y a toujours cette question, ça revient toujours à la BCE qui est plus dure que les autres. Quand même, des taux d'intérêt qui augmentent de 400 points de base ou 300 points de base, si c'est 400 points de base. Oui, 400 pour l'Europe. Est-ce que, quand même, ça fait pas mal à un moment donné? Certes, on a peu de croissance, nous on a peu de croissance, mais pas de récession. Aux US, c'est la même chose. Est-ce qu'on se trompe tous? Et nous, de fait, on a toujours une hypothèse de récession aux États-Unis. Donc là, il faut oublier la croissance, notamment pour les actions. Et nous, on dit, est-ce que la possibilité qu'on a reculé le moment fatidique, c'est une vraie question. On n'a pas de réponse. Mais c'est un vrai sujet. Comment ça se fait que les entreprises vont pouvoir résister avec une croissance qui demande beaucoup plus affaiblie et compte tenu de la hausse des coûts de toutes choses, y compris les salaires, elles n'ajustent pas leur marge et donc on a le cycle de productivité, on vire des gens, le taux de chômage. L'histoire de la croissance n'est pas finie. L'histoire du questionnement sur le ralentissement de la croissance, c'est pas fini. C'est décalé. La séquence est décalée dans le temps. Oui, exactement. C'est pas pour tout de suite, mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour jamais. Exactement. Mais le marché l'a mise de côté, c'est sûr. Bon, à propos de marché, Sandra, qu'est-ce qu'on retient de ce mois de janvier incroyable sur les actions européennes? Donc on a quasiment plus 10 sur l'indice parisien, CAC 40, on est à plus 12 je crois sur le MIB en Italie, le stock 600 est à plus 6,5, plus 7, alors avec surperformance du retail, de la consommation, le secteur fait plus 17, travel and leisure, le tourisme et loisirs c'est à plus 15, la tech c'est à plus 15 en Europe, j'entends, et puis à l'inverse je vous fais les retardataires, donc healthcare est à 0, énergie est à 0, et puis qu'est-ce que je voulais citer d'autre? Basic Resources aussi, qui fait comme le marché. Et les banques sont à plus 15. Les banques sont à plus 15. Ah, voilà, il faut le dire. Deux grosses thématiques principales. La Chine, bien évidemment. Donc là, c'est les valeurs européennes. Donc on dit merci à LVMH, à Hermès, Henco, à Pernod, Essilor, etc. La tech, il faut faire très attention. Attention, là, c'est une composition et une sous-composition sectorielle. C'est les semis. Il se passe pas mal de choses. C'est la hard tech. Exactement. C'est vraiment sur les semis et les semis européennes. Et c'est ce qui diffère d'ailleurs entre les US et la zone euro, c'est qu'on a dans nos indices européens essentiellement des semis. Donc les ST qui ont publié, c'était canon. On a ASML qui a rassuré. On a AMD aujourd'hui qui publie. On a Samsung qui publie et qui annonce que les CAPEX ne vont pas être cotés. Donc c'est plutôt pas mal. C'est le plus gros client
d'ASML. Donc il y a vraiment des choses qui se dessinent sur le secteur des semis. La conso, voilà, il n'y a pas de sujet. On sait que ça a été un gros call Chine. LVMH a publié des résultats qui étaient plutôt bons. Pour une fois, c'est pas top, c'est pas un 10 sur 10 parce qu'il y a un petit mise sur la marge. Vous parliez justement de la capacité des entreprises à augmenter les prix, maintenir les marges. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de pics de ceci, de pics de cela. Je vais en rajouter un. On va parler de pics de profitabilité. On est dans un contexte où le consommateur a un peu plus de difficultés. Alors peut-être pas le consommateur du luxe, on va le mettre un peu de côté. Mais le consommateur lambda va avoir un peu plus de difficultés à absorber des hausses de coûts, des hausses de prix. Donc les pricing power vont être quand même mises à mal. Les inputs resteront et restent hauts. Il n'y a pas que l'énergie, on ne fabrique pas qu'avec de l'énergie. La masse salariale également a augmenté. Donc c'est vrai qu'il va être hyper important de regarder et d'aller surtout sur des valeurs de qualité. J'enfonce des portes ouvertes en disant ça, mais c'est surtout des sociétés qui ont réussi à se désendetter parce que les charges financières vont également augmenter, entre autres, et puis avoir une faible volatilité des marges. Mais ça veut dire que dans les facteurs, et on peut factoriser effectivement les éléments qui vont avoir le plus d'importance, vous dites le facteur des dynamiques bénéficiaires. Alors la dynamique bénéficiaire a été spectaculaire en 2022 en Europe, puisqu'on fait quasiment plus 20 sur les bénéfices par action au terme de l'année, mais il y a eu le choc de taux qui a aussi été un impact très fort, déterminant pour les valorisations des marchés actions. Là, vous dites, on va revenir peut-être à un moment où la dynamique des BPA va devenir un facteur déterminant dans la dispersion qu'on va pouvoir observer d'un secteur par rapport à l'autre et d'une entreprise par rapport à l'autre. Et l'efficacité opérationnelle des sociétés, c'est des choses vraiment qu'il va falloir regarder avec attention. Il y a énormément de dispersion de toute façon dans les secteurs aussi, et c'est vraiment le facteur clé. Quand on a vu un mouvement global de marché sur l'Europe, notamment tel qu'on l'a constaté en janvier, tactiquement, parce qu'on a un peu le vertige des cimes, quoi. Toujours. Non, j'en sais rien, mais comment on gère en fait? Alors quand on en a profité, et comment on gère en fait ce retour quasiment sur les sommets historiques? Le côté un peu vertige des cimes, quoi. C'est un peu vertigineux parce que ça va très vite, c'est intense, c'est super puissant, il y a de la rotation. Alors ça, c'est l'absolu qu'on regarde. Oui, effectivement, quand on regarde les niveaux d'indices, alors effectivement, on peut avoir potentiellement des petites jambes de baisse avant une reprise de la hausse, mais ce qu'il faut regarder, c'est les valorisations et les perspectives de croissance. Et c'est vrai qu'à 7000 et quelques, on a peut-être un peu plus de mal à aller sur le CAC. On va attendre potentiellement un repli qui peut ne pas arriver. Si on pensait ça, j'en sais rien, au mois d'octobre ou au mois de novembre, effectivement, on est resté sur le quai. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut plus regarder titre par titre ou secteur par secteur quand il n'y a pas trop de dispersion, mais pas se laisser berner. J'exagère en disant ça, vous êtes un peu provoque, mais c'est ça. Après, sur le match Europe-US, de toute façon, vous connaissez mon équipe. Tant que les GAFAM, et on verra ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures, sont encore dans des tendances baissières. Et en même temps, si je grossis de trait, je suis pas Madame Irma, mais quand on regarde la publi de Microsoft et la publi de Snap, donc on fait un mix, les GAFAM, je schématise, c'est de la pub et du cloud. À part peut-être Apple, si on a un discours un peu positif sur les ventes de smartphones en Chine l'année prochaine, a priori, la semaine de vacances... On a fait le point en smartphone, mais voilà. Et ça, c'est vrai que c'est encore ce phénomène de concentration qui s'est très peu affaibli malgré la baisse des marchés. Enfin, dans le MSCI World, il y a les 2/3, c'est le marché américain, et le marché américain, c'est à 20-25% encore 5 valeurs. Donc en achetant l'ETF MSCI World, on a quand même une énorme concentration sur... 35% tech sur les S&P, 50% qui est en tendance baissière, avec la conso discrétionnaire aux États-Unis qui, a priori, ne tient pas la route versus nos valeurs de luxe. Bon, quel est le constat, le bilan du mois de janvier que vous faites, Yves? Et force est de constater qu'on a cramé un peu de potentiel quand même. Quand on a vu des marchés actions prendre 10% en 4 semaines, forcément c'est un peu de potentiel en moins pour la suite, j'imagine. C'est un janvier qui vient suivre un rebond qui s'était déjà bien caractérisé. Bien sûr, la séquence a commencé en octobre. C'est un 25% depuis les points bas de fin septembre, début octobre. Si on prend pas mal d'indices, en particulier le CAC, ça donne un peu le vertige, mais il faut bien voir qu'on avait eu un gadin extrêmement violent. Alimenté par ce retournement sur les taux. Bref, je ne vais pas refaire l'histoire. Donc là, c'est vrai qu'à très court terme, on voit que depuis une dizaine de jours, les marchés ont besoin de souffler, attendre les décisions de banque centrale. On va voir ce qui se passe. Mais en même temps, ne rompent pas non plus, ne baissent pas. Donc moi, j'ai tendance à penser, comme en termes de valorisation, malgré ce mouvement, et même si la progression des bénéfices va être très partagée
en particulier en Europe cette année, on va avoir des choses un peu différentes. Néanmoins, en dehors de catastrophes, les valos en Europe, en moyenne, ne sont pas encore élevés. Eu égard à la situation des taux, on revient toujours à la magie de la monnaie et des taux relatifs quand on va placer sur la classe d'actifs à long terme. Et moi, j'ai tendance à penser que le mouvement n'est peut-être pas encore terminé dans la mesure où beaucoup d'argent reste encore à investir. C'était dérobé du marché pour les raisons qu'on connaît l'an passé. Donc, il y a encore un peu de carburant. Évidemment, beaucoup été renié. Ouais. Mais voilà, alors l'année 2023 sera sûrement pas sur 12 mois un fleuve. On a traditionnellement, dans des années boursières positives d'ailleurs, un coup d'arrêt, voire une correction marquée après un bon premier trimestre. Ouais, donc on peut avoir ce genre de séquence de nouveau cette année. Après, on verra. On verra aussi en fonction de ce que dit M. Powell et Mme Lagarde. Mais voilà, malgré l'aspect impressionnant, et d'ailleurs, on voit sur les plateaux télé, on voit les discours des stratégistes, des investisseurs, des gérants de fonds, beaucoup de gens qui manifestement, et vous devez le savoir... Mais un peu pris de court. Sont un peu plus courts quand même en termes d'exposition et en termes de, comment dirais-je, de bêta dans leur portefeuille, parce que 22 était la grande année des valeurs défensives. On le disait très explicitement avec le stratégiste action de Barclays à midi. Il dit le mois de janvier a été un excellent mois pour Mr Market, mais pour les investisseurs, c'est un très mauvais mois. 2/3 des fonds actions actifs en Europe sous-performent sur le mois de janvier, avec des indices qui sont peut-être à plus 5, plus 6, plus 10. Donc on peut imaginer qu'il y a un décalage important entre la performance réalisée par les gestionnaires d'actifs et la performance qu'on voit sur le marché. Voilà, donc le mouvement est peut-être pas encore terminé, même si le rapport, comment dirais-je, bénéfice-risque est de moins en moins attractif, en tout cas quand on regarde les choses à court terme. Moins qu'il y a 3 mois. Voilà, c'est sûr. Un mot sur la logique d'investissement à ce stade. Pour aller vite, nous, on reste prudent, donc on fait partie de ces nombreux investisseurs qui n'ont pas profité comme il fallait de ce rebond. Et on continue à penser que c'est vrai que prendre une obligue à très court terme, c'est quand même très rémunérateur aujourd'hui, sans même aller chercher du risque de duration. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Sandra. Aller chercher des bonnes entreprises, faire du stock picking, ça devrait marcher, même si le marché nous donne quand même un peu tort, parce que si on regarde le marché américain, c'est pas forcément les entreprises qu'on voudrait acheter qui aujourd'hui mènent la danse. Mais je pense que cette année, espérons, la gestion active, on le discutait un petit peu avant, n'a pas forcément, c'est pas le désir le plus important sur beaucoup d'investisseurs. Nous, on pense que ça devrait marcher, et ça marche, en tous les cas chez nous, sur ce genre de poche. Mais nous, aujourd'hui, on est prudents. Est-ce que c'est la bonne stratégie d'attendre les 3-4% de correction pour revenir ? Ça fait toujours mal quand on attend. Je ne sais pas si on a réussi à baisser de 2% au cours du mois de janvier. On a baissé de 2%, on n'a pas pris le train. C'est ça. Il y a une séance. Mais est-ce que 3 c'est bon ? On vous le dira. Non, mais le marché est dur. Très dur à battre. C'est un constat qu'on peut dresser de ce point de vue-là. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, Sandra Serva, Ports-en-Par et Yves Maillot, YAM Capital étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est justement la gestion thématique, la vague thématique qui est en train de devenir une véritable déferlante thématique. Nous en parlons alors que c'est notre référent en matière de gestion thématique. Vous étiez là pour le premier quart d'heure thématique au lancement de l'émission, Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Commençons quand même par un petit coup d'œil dans le rétroviseur 2022. Comment est-ce que ça s'est passé pour Thematics Asset Management en termes de collecte, en termes de produits? Comment vous avez vécu cette année qui reste une année pour les livres d'histoire? C'est exactement ça. Ça a été vraiment une année incroyable. Vous en parliez avec vos invités juste avant. On a eu le retour de l'inflation après 20 ans de disparition, des banques centrales
qui ont l'air de paniquer, et un marché qui nous a fait ce qu'on apprend dans nos premières années, dans les livres des premières années d'école de commerce, d'inflation, des taux qui augmentent, j'achète des valeurs cycliques et des valeurs de qualité discutables. Nous, on fait tout l'inverse, des valeurs de qualité, de croissance, donc ça a été plutôt une année macro qu'une année stock picking. Et nous, ce qu'on a continué de faire, ce qu'on a vu d'ailleurs, en tout cas dans cette année, dans laquelle la gestion thématique, gestion action, action internationale, gestion de conviction, c'est qu'il y a eu une vraie distorsion entre les fondamentaux des sociétés qu'on suivait, des managements qu'on connaît, des produits, des univers concurrentiels qu'on suit et qu'on maîtrise très bien, et la valorisation de ces derniers. Parce que les multiples ont souffert. Quand les taux augmentent, fatalement, les multiples en ont pris un coup, ils se sont écrasés. Il y a vraiment eu là de bonnes opportunités à prendre, et tout notre travail pendant cette année-là, ça a été de garder la structure des portefeuilles, de garder cette exposition thématique, de ne pas la déformer, pas déformer la promesse client, tout en allégeant le risque. C'est des moments clés pour valider les convictions qu'on peut avoir, notamment dans la gestion thématique. Et vous nous le rappelez à chaque fois, construire une thématique, ça prend 18-24 mois. Donc on met vraiment ces convictions sur la table. Et comment les clients ont réagi? Est-ce que justement, ils ont compris l'idée que les fondamentaux des thématiques dans lesquelles vous opérez, chez Thématiques AM, Mohamed, que ces fondamentaux-là étaient toujours là, et que derrière les effets de marché, le choc de taux, le choc de valorisation, etc., les fondamentaux de ces thématiques, ces grandes thématiques que vous adressez, restaient intacts? On a eu une vraie résilience de la part de notre clientèle, et c'est même allé un peu plus loin. Donc ils ont très bien compris les thèmes. Les personnes, les investisseurs auxquels on s'adresse, nous, c'est des investisseurs qui ont besoin de comprendre le sous-jacent dans lequel ils investissent, le thème, et aussi d'avoir un certain sens dans leur investissement. Donc en général, quand ils ont investi chez nous, c'est parce qu'ils ont compris les thèmes. Ils en ont compris les enjeux, ils en ont compris les risques, ils ont aussi compris la manière dont pouvait se comporter l'investissement qu'ils faisaient chez nous. Et cette année, on peut prendre l'indicateur de la collecte. On a eu une collecte brute qui a dépassé le milliard, une collecte nette qui est positive, et aussi des investisseurs qui se sont montrés très malins. On n'a pas plus collecté qu'après les gros chocs de l'année passée, donc en mars, en juillet, sur le dernier trimestre. Et ils nous ont là aussi manifesté leur confiance sur des stratégies qu'ils connaissaient très bien, sur la sécurité, sur le fonds méta, qui reprend l'ensemble des thématiques. Donc on a eu des investisseurs qui, parce qu'ils avaient eu toute cette partie d'apprentissage, d'éducation en thématique, qui ont saisi l'opportunité pour se dire, ce qui se passe sur la technologie, est-ce que c'est pas un moment, une porte d'entrée après des valorisations qui leur paraissaient un peu excessives sur la reprise post-Covid ou 2021. Donc ils ont plutôt vu des opportunités quand le marché ou quand les thématiques pouvaient marquer des points bas. Ça Exactement. A été plutôt des points d'entrée. Ça a été beaucoup de temps qu'on a passé avec eux. Mais oui, ça a été beaucoup de temps pour leur expliquer. Alors nous, les fondamentaux qu'on voit, ils sont excellents. Le management est bon, le produit est bon, l'univers concurrentiel est excellent. Le risque de trading, le risque ESG, parce qu'on apporte beaucoup d'intérêt à toute la responsabilité qu'on embarque dans nos actes de gestion. On est vraiment tous les voyants ouverts, mais voilà pourquoi la valorisation n'est pas bonne. Et ils nous ont écoutés, et je pense que bien leur en a pris avec le mois de janvier qu'ils sont en train de rencontrer. Même si je pense que ça sera plutôt sur la fin de l'année qu'ils en tireront les bénéfices. Je suis totalement en ligne avec ce que disait mon confrère de la belle maison qui est la Banque Postale AM. Il va peut-être entrer dans une période de récession en Europe ou aux États-Unis. Et là, les valeurs dites cycliques ou les valeurs de qualité discutables vont souffrir, et les gens reviendront sur de la croissance séculaire, de la croissance de long terme, de la vraie visibilité et de la qualité. Non, mais je trouve que c'était vraiment ces années, non, mais oui, puis ces années un peu tempétueuses ou off the charts qui sortent effectivement des historiques qu'on connaît, c'est des années intéressantes qui permettent justement encore une fois de valider les convictions et de solidifier peut-être la relation client qu'on peut avoir avec ses partenaires investisseurs. Pour une histoire entrepreneuriale, mais bien sûr, l'équipe est très ancienne et Oui. expérimentée. Mais c'est quoi, 2014 Thématique, c'est 2019. 2018, les lancements des fonds. On a fait le Covid, la guerre en Ukraine, le retour de l'inflation, un contexte totalement haussier et euphorique en 2019. Donc ils nous ont vus dans tous les cas de figure. Et on continue, nous en tout cas, ça c'est l'état d'esprit à la maison, et je voudrais vous le confier, c'est à gérer nos actifs, les actifs qui nous sont confiés, les actifs de nos clients qui nous sont apportés avec beaucoup de sérénité. Parce qu'encore une fois, on a un travail de spécialiste, on connaît et on gère avec beaucoup de conviction les univers et les portefeuilles qui sont les nôtres. Et derrière la conviction, il y a l'expertise,
qui est indispensable pour justement livrer les convictions les plus fortes à ses clients et ses partenaires. Nouvelle conviction d'ailleurs, j'allais dire, l'industrie vous a pas attendu pour lancer des stratégies autour de la transition climatique. Donc ça, c'est la nouvelle stratégie qui a été lancée, c'est ça, avec Mohamed. un positionnement un peu Alors différent. voilà, c'est ça la question. C'est maintenant que l'industrie, tout le monde s'est mis au diapason de cette thématique d'investissement. Qu'est-ce qui va faire la différence dans l'approche de thématiques ? Nous, on a décidé de regarder un petit peu ce défi climatique et de se dire qu'est-ce que nous, on peut apporter comme touche avec notre savoir-faire, toujours en tant que pure player sur la partie thématique. Comment on peut combiner ça avec ces enjeux de climat, avec cet accord de Paris. Et on a décidé de regarder toutes les sociétés qu'on pouvait identifier, toutes les sociétés qui étaient capables de faire face à la pression réglementaire, à la pression des investisseurs, qui les poussent de plus en plus à s'aligner avec ces objectifs de Paris, ces fameux 7% par an de réduction des gaz à émissions à effet de serre. Et quand on a regardé un petit peu, en croisant les différentes expertises de thématiques, sur l'eau, la sécurité, l'intelligence artificielle, la robotique, l'économie de l'abonnement, le bien-être, les sociétés qui étaient le mieux positionnées pour faire face à ça, on a vu qu'elles avaient déjà intégré les coûts pour cette transition. Pour s'aligner avec ces objectifs climatiques. Donc ils avaient déjà des plans. En comparaison à leurs comparables, à leurs concurrents, qui ne l'ont pas fait. Donc, ils ont déjà embarqué des coûts, ils ont déjà un prévisionnel, et demain, c'est de la marge future qu'ils vont encaisser parce qu'ils envisagent ça de la meilleure manière qui soit. Donc, le positionnement de cette stratégie, c'est d'identifier ces sociétés à travers le prisme thématique qu'on connaît très bien, en appliquant des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs sur cet aspect. Mais ça veut dire une stratégie assez inclusive. Ce que je comprends, c'est que vous allez chercher la capacité des entreprises, ou les entreprises qui ont la meilleure capacité à être crédibles sur les engagements que tout le monde prend aujourd'hui, d'être aligné. Et voilà, qui le montrent, qui le délivrent et qui l'exécutent. Exactement. Voilà. On a plein de petits indicateurs, les SBTI. Bien sûr. Je pourrais les détailler, etc. Non, mais je veux dire, vous interdisez pas d'investir dans tel ou tel secteur parce que les scores carbone sont pas bons aujourd'hui. Encore une fois, une approche loin de l'approche traditionnelle, une approche qui vient transcender tout ce qui est géographique, capitalistique ou sectoriel. On va pas juste investir dans l'énergie, les futures énergies propres ou pas. On ne va pas se contraindre à ça. On va voir ce qu'on a aujourd'hui. C'est des sociétés en général qu'on connaît bien. Et parmi celles qu'on connaît bien, quelles sont celles qui prennent des mesures concrètes ? Quelles sont celles qui vont passer cette exigence réglementaire, cette exigence des investisseurs avec beaucoup de sérénité, parce qu'ils ont déjà implémenté les coûts, ils ont une vision, ils adaptent le produit, ils adaptent leur démarche, ils adaptent leur communication. Et ça va leur permettre de se différencier par rapport à leurs concurrents. Un mot sur l'avenir de la gestion thématique et de la place de la gestion thématique dans l'industrie de la gestion d'actifs. Vous nous avez parfaitement expliqué comment on était passé d'une gestion un peu satellite ou un peu diversification chez les grands allocataires, j'entends, à quelque chose qui devient de plus en plus cœur de portefeuille, cœur de stratégie. Exactement. C'est quoi la prochaine étape de l'intégration de la gestion thématique dans ces allocations et dans ces patrimoines ? Ce qu'on voit aujourd'hui, et aussi grâce à notre partenaire, Natixis Investment Manager, où on a vraiment un spectre extrêmement large de clients qui nous font confiance. Ça va de l'investisseur particulier à l'institutionnel, fonds de retraite, fonds de pension, mutuelles, etc. Leur approche de la thématique, aujourd'hui, ils l'ont intégrée. Donc quand ils ont découvert les thématiques, ils se sont dit, on va attendre quelles sont les nouvelles, on va regarder. Donc ils se sont intéressés, ils ont investi dans une, dans l'autre. Et il y avait un espèce de phénomène où, ce que je vous le disais, tout le monde s'est dit, tiens, c'est une bonne idée de lancer des thématiques. On attend la prochaine. Et donc c'était la surenchère, il faut lancer une thématique nouvelle tous les 6 mois ou tous les ans, etc. Exactement, et figurez-vous qu'il y a une tendance chez l'investisseur qui est totalement différente. L'investisseur est en train de se spécialiser et a un besoin de personnalisation de son investissement. Donc qu'est-ce qu'il regarde maintenant ? Il regarde le thème, mais surtout les différents verticaux, les différents segments des thèmes. Et il va plutôt nous dire, construisez-moi une stratégie qui puisse adresser le segment, par exemple, du paiement en ligne, mais qui puisse être combiné à un vertical d'une autre stratégie. Pourquoi ? Parce que ça correspond à un profil de risque auquel il veut s'exposer. Pas mal de choses, bien entendu, dans cette approche à vérifier avec les équipes de gestion, etc. Mais l'investisseur devient de plus en plus spécialisé, intra-thème, plutôt que d'aller vers des nouveaux thèmes où c'est la course. Et d'ailleurs, vous nous l'avez expliqué très bien. Enfin, je veux dire, le monde des thématiques à adresser, il est fini. C'est-à-dire qu'il évolue. Il est limité. Il y a encore des nouveaux thèmes qui vont naître. Mais un thème, c'est 18 mois. Exactement. Un thème, pour pouvoir, tel qu'on le fait chez Thématiques, un thème, pour qu'il soit valable, il faut qu'on ait une croissance séculaire identifiée
identifiables et identifiés sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, Il n'y en a 25 peut-être pas ans. 50. Il n'y en a pas 50. Mais ça veut dire que là, on entre dans une phase d'approfondissement des grandes thématiques. Exactement. Et là, D'accord. on le voit le phénomène arriver plutôt des investisseurs qui sont extrêmement sophistiqués, avec une approche qui va être vraiment du segment picking à l'intérieur des stratégies. Je comprends. Et ils vont nous pousser à avoir des réflexions qui sont multithématiques. Et à l'intérieur de ces thèmes, aller choisir des segments. Ouais, Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, les différents mandats sur lesquels on s'interroge et qu'on gagne. Aujourd'hui, c'est sur ça. Merci beaucoup Mohamed, merci d'être venu nous éclairer comme vous le faites régulièrement sur l'industrie de la gestion d'actifs au sens large, la gestion thématique en particulier. Mohamed Amor, directeur général de Thematics Asset Management, qui était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse. Ce soir, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.